Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Miner Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Le dimanche, comme toujours, nous sommes ensemble, notre équipe Miner Cash en pleine forme pour continuer à analyser les marchés, regarder qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, se projeter dans l'avenir, tout comme on fait d'habitude pendant les cafés du dimanche. Le sujet principal de cette vidéo, nous allons faire un tour des excellentes, selon moi, entreprises qui sont actuellement à des niveaux intéressants. Donc les entreprises qui peuvent être des candidates pour y investir en bourse. Donc là, je veux vous donner mon avis. Je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement. Tout ce que je vous transmets, c'est uniquement mon avis personnel. Et avant de commencer cette vidéo, mes amis, n'oubliez pas un like, s'il vous plaît. Ça m'aide vraiment énormément. Pour vous, c'est juste un clic. Pour moi, c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne. Donc suivez-moi, inscrivez-vous, mettez la cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Il y aura beaucoup de nouveaux contenus. Voilà, nous allons commencer comme d'habitude cette vidéo par la revue macro. Je rappelle à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Miner Cash que Café de Dimanche, c'est principalement consacré à la macroéconomie pour des raisons personnelles que vu que je n'ai pas encore le bureau, je parle un peu de tout, mais principalement le Café de Dimanche, c'est la situation macroéconomique, géopolitique parfois, donc on parle de tout ce qui est global, ce qui affecte quand même les marchés financiers. Donc l'événement principal de cette semaine, c'était la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole. Je rappelle qu'est-ce que c'est exactement, ça s'appelle le symposium, donc là ils se réunissent une fois par an, les différents banquiers centraux. Pourquoi je trouve que c'est assez intéressant comme réunion, c'est parce qu'il y a plusieurs banquiers centraux qui se réunissent ensemble. C'est assez rare. Souvent, on entend des discours des différents banquiers centraux dans tout le monde entier. Mais le moment qu'on se réunisse tous ensemble pour discuter, on va dire, la politique globale macroéconomique au niveau mondial, c'est une seule fois par an. En tout cas, je ne me souviens pas d'autres formats. Pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, je ne veux pas m'arrêter beaucoup sur cette réunion parce que finalement, on n'a pas appris grand-chose. Le discours principal en provenance de Jerome Powell, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est que nous allons monter les taux jusqu'à l'inflation arrête, jusqu'on prend le contrôle sur l'inflation. Ça déçut un petit peu les investisseurs parce qu'ils s'attendaient à un discours beaucoup plus accommodant. Ils l'ont pas eu depuis déjà au moins 6 mois. Ensuite, il y a eu d'autres commentaires qui étaient quand même importants, qui vont dans le sens qu'il y aura encore des hausses probables. Donc forcément, c'est pas quelque chose que le marché apprécie particulièrement. Mais dans tous les cas, nous restons toujours dans le même contexte. Donc les marchés sont déçus par rapport à la politique monétaire. Je vous rappelle que normalement, selon certains analystes qui disaient encore il y a 6 mois qu'en septembre 2023, donc soit dans quelques semaines, nous allons avoir le pivot. Donc cela veut dire que le retournement de veste de la Banque centrale qui va commencer à baisser les taux. Donc évidemment, tout ça, c'était des conneries parce qu'évidemment, l'inflation, elle s'arrête, elle ralentit, mais elle reste quand même à des niveaux très importants dans les économies majeures. Et en plus, la Fed, elle n'a pas qu'un objectif de baisser l'inflation, ou bien de l'arrêter l'inflation, si vous voulez, revenir à leur magique 2%, qui je ne sais pas d'où il vient, pourquoi exactement 2%, c'est, on va dire, le benchmark de l'inflation pour pas mal de banques centrales dans le monde entier, en tout cas dans le monde développé. Et donc pour la Fed, ils essayent aussi de mettre un frein sur la croissance économique parce qu'elle aimerait bien créer une petite récession pour déjà à la fois prendre le contrôle sur l'inflation et éviter justement cette hausse phénoménale de l'économie américaine qui a été entamée juste après le Covid. Donc de ce point de vue-là, le paradigme ne change pas. Nous sommes toujours dans un environnement très inflationniste. Les prix montent, les salaires montent, l'immobilier aux États-Unis monte malgré les taux qui sont très importants. Nous voyons que les taux immobiliers aux États-Unis ont atteint des niveaux qu'on a vus en 2008, juste avant la crise de subprimes. Donc les conditions macroéconomiques sont en faveur quand même d'un ralentissement, voire un crack, mais je ne pense pas spécialement que le crack va venir de l'immobilier américain. Moi, je n'ai pas vu des nouvelles majeures après ce symposium à Jackson Hole, sauf que un des représentants de la Banque centrale américaine, de la Fed, Susan Collins, qui a lancé une phrase que les taux peuvent rester à un niveau élevé pour un certain temps. Et ça non plus, c'est pas ce que le marché veut bien entendre. Le marché, au début de cette année, vous vous souvenez très bien, surtout si vous étiez avec moi, on avait beaucoup parlé sur ma chaîne, qu'il s'attendait à un pivot, non seulement le ralentissement, mais aussi les baisses des taux. Donc les baisses des taux, clairement, c'est pas pour aujourd'hui. Je reste d'avis que nous allons rester avec des taux élevés pendant un petit moment. L'inflation, je pense qu'elle va pas lâcher aussi facilement. Bon, grosso modo, il faut s'habituer à l'environnement de taux élevés.
Et normalement, après une hausse aussi drastique des taux par les réserves fédérales, on devrait vivre soit une récession, soit voir un crack, soit en tout cas un ralentissement économique. On ne l'a pas vécu. Pourquoi on ne l'a pas vécu? Parce qu'il y a bel et bien un secteur qui a sauvé pratiquement toute l'économie mondiale, sans exagérer. C'est le secteur technologique et notamment le sous-secteur d'intelligence artificielle. Ainsi, nous allons basculer naturellement sur l'action Nvidia qui consacre dans soi toute l'énergie, tout le potentiel d'intelligence artificielle. En tout cas, du point de vue des investisseurs, c'est bien Nvidia qui est actuellement la première valeur d'intelligence artificielle cotée dans le monde entier. Et les résultats qui ont été publiés étaient juste extraordinairement excellents. Je ne sais pas quel adjectif il faut choisir parce que vraiment, c'est fou. Ce qu'ils publient ces derniers trimestres, c'est complètement fou. Et déjà, le trimestre dernier, ils ont annoncé que le trimestre suivant, soit le trimestre en cours, ils vont gagner beaucoup plus d'argent que prévu. Ils ont promis 11 milliards sur un trimestre, donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et là, maintenant, après la publication, ils ont gagné encore plus que c'était prévu. Donc franchement, c'est quelque chose de fou. Et ils annoncent également des gros profits pour le trimestre suivant et un gros buyback pour les actionnaires. Donc évidemment, il y a tout l'alignement de planète nécessaire pour que le hype sur Nvidia continue. Par contre, la réaction de marché, vous pouvez le voir, elle était assez mitigée parce qu'après l'annonce des résultats, il a flambé de presque plus 7% en post-market, ce qui arrive assez souvent après les publications des très bons résultats. En tout cas, c'est même pas les très bons, c'est quelque chose dans la stratosphère pour moi, l'histoire d'Nvidia. Eh bien, l'action elle a bien monté en post-market. En pré-market, elle restait quand même très élevée, mais après l'ouverture de la séance américaine, elle s'est vite estompée. C'est vrai que le trend global de Nasdaq, il était plutôt baissier ou voire neutre, et l'action elle a fini proche de l'équilibre malgré ses résultats. Mais évidemment, le pricing, la valorisation de l'action Nvidia aujourd'hui intègre énormément de bonnes nouvelles attendues par les analystes et par les investisseurs. Mais pourquoi on parle d'NVIDIA? Pourquoi on parle d'intelligence artificielle dans un contexte global? Tout simplement parce que les valeurs qui sont positionnées sur intelligence artificielle pèsent le plus dans les indices, c'est bien elles, surtout les trimestriels précédents de NVIDIA quand elle a flambé de plus 20%. Elle a sauvé les tendances boursières que les marchés l'ont complètement oublié de toutes ces histoires de l'inflation, de récession par récession, on s'en fiche. Voilà, on a un nouveau monde qui s'ouvre, c'est l'intelligence artificielle, on va mettre tout l'argent dedans et les indices sont partis à la hausse. Donc, et là, maintenant, l'enjeu qu'après ces résultats, en tout cas pour moi, c'était l'enjeu, après les résultats de Nvidia, est-ce que cette histoire va continuer? Est-ce qu'un nouveau Nvidia, ou bien peut-être Microsoft, ou peut-être d'autres valeurs qui sont positionnées sur l'intelligence artificielle, vont à nouveau sauver les tendances boursières? On va oublier maintenant que le 10 ans américain, il est très haut, que les taux d'emprunt immobilier aux États-Unis sont au plus haut de 2008. On va commencer à pomper cette tendance haussière sur les valeurs tech qui vont tirer toute la côte américaine derrière elle, et toute la côte américaine, elle tire tout le monde entier vers le haut, boursièrement parlant. Il faut bien comprendre que nous parlons de la bourse et pas de l'économie réelle. Dans l'économie réelle, bien évidemment, il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui font partie de mon club Mind Your Cash Patrimoine, nous avons pris déjà plusieurs positions ces dernières semaines sur les actions que moi je trouve qui se sont bien corrigées, les actions de bonne qualité, là où il n'y a pas eu de hype. Nous essayons de choisir les actions à long terme qui peuvent vraiment bénéficier à la fois de l'intelligence artificielle, mais pas spécialement se positionner sur les hot stocks où évidemment la volatilité sera extraordinaire. J'en profite pour vous rappeler que Mind Your Cash, c'est pas uniquement la chaîne YouTube, c'est également aussi le club Option Invest, c'est également la chaîne Telegram où je suis présent toute la semaine, je publie beaucoup plus d'informations, le site mindyourcash.fr. Donc n'hésitez pas de rejoindre Mind Your Cash sur les autres réseaux sociaux, toutes les informations sont à la description à cette vidéo. Voilà, maintenant nous passons à la partie principale de cette vidéo. Nous allons analyser les entreprises, les excellents business qui sont bien valorisés, mais je vais me permettre de commencer par Nvidia que nous avons déjà évoqué dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose un autre format, vu que je n'ai pas de bureau, encore une fois. Je vais vous montrer les images, en fait, avec les graphiques, avec les paramètres fondamentaux, et comme ça, je vais garder mon laptop à côté pour vous donner mes commentaires par rapport aux valeurs que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, Nvidia, pour que cette discussion soit complète, nous allons regarder le graphique. Donc là, maintenant, il est devant vos yeux. Vous voyez très bien que l'action est
sur les plus hauts historiques, ce qui est justifié vu la situation, vu son positionnement avantageux avec un gros moat sur les moats, c'est les avantages concurrentiels sur tout le thématique des intelligences artificielles, les rollouts de différents systèmes d'intelligence artificielle un petit peu partout. Donc évidemment, la demande des GPU de NVIDIA, elle est très très forte. Mais les ratios, regardons les ratios, c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable également. Donc, tout comme le cours de NVIDIA. Donc on voit PE ratio à 110 aujourd'hui, mais bon, PE on s'en fiche parce que c'est du passé, enfin, c'est vraiment une société de croissance, donc c'est l'avenir qui nous intéresse, donc il faut toujours regarder les ratios forward pour les entreprises de croissance. Donc le ratio PE forward il est à 58, c'est pas bon marché non plus, juste pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée des normes, on va dire, dans le secteur technologique, les bonnes sociétés de croissance, on peut observer les PE ratios autour de 25-30. Donc ça, c'est des ratios qui sont normaux pour les sociétés qui marchent très bien. Les sociétés, comme par exemple, je pense que les sociétés de luxe français, ils sont à peu près les ratios dans ces eaux-là. Voilà, donc forward PE de 58, c'est quand même énorme. Donc, ensuite, un autre ratio auquel il est difficile d'avoir l'accès si vous n'avez pas les services payants. Moi, je les ai, donc je partage cette information avec vous. EV, EBITDA. EV, c'est valeur d'entreprise. EBITDA, c'est le résultat opérationnel, donc grosso modo. Donc aujourd'hui, pour NVIDIA, par rapport aux données passées, donc EV to EBITDA, c'est 90. Moi, j'achète les valeurs d'habitude en dessous de 20. Donc 90, c'est extrêmement cher, mais forward, par rapport aux attentes des analystes, c'est à peu près le même ratio de différence comme pour PE ratio, on arrive à 50, donc 49,75. Voilà, ça c'est valeur d'entreprise par rapport à la forward EBITDA. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu de théorie. Pourquoi moi je préfère PE ratio par rapport EV/EBITDA, c'est parce que PE ratio il a beaucoup de défauts. Et le premier défaut, qu'il ne tient pas compte de la dette. Et par exemple, si vous avez des événements comme, je ne sais pas, un remboursement de prêt ou un rachat d'une autre entreprise, fusion-acquisition, donc ce n'est pas reflété dans les PE ratio. La valeur d'entreprise, elle tient compte de la dette. Donc pour moi, ce ratio, il est beaucoup plus représentatif. Donc, tout ça pour dire que NVIDIA, c'est une action extrêmement chère. Donc l'endettement de 40% des fonds propres, mais ça c'est rien. Ils ont largement d'argent pour payer leur dette, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire pour NVIDIA, évidemment c'est une valeur hype, elle est très chère, etc., donc pas grand chose à dire en plus. Là maintenant nous allons passer sur les actions que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comment j'ai sélectionné cette liste? J'ai commencé comme d'habitude par la catégorie A. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous rappelle qu'il y a 4 catégories que je distingue dans les actions cotées en bourse. C'est la catégorie A, les meilleurs au monde. Le principal critère de la catégorie A, c'est les moats que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, soit les avantages concurrentiels. Donc pour moi, vraiment, l'entreprise qui est à droit de faire partie de cette élite de la catégorie A, c'est l'entreprise qui a beaucoup d'avantages concurrentiels. Donc là, vous allez retrouver par exemple Google, Microsoft, etc. Donc, et Nvidia notamment. D'ailleurs, que je l'ai inclus il n'y a pas si longtemps dans cette liste. Donc évidemment, les premières valeurs sur lesquelles je vais concentrer votre attention, c'est les valeurs de cette fameuse catégorie A, parce que dès que ça baisse, toujours c'est intéressant de les regarder parce que ce sont des valeurs très bonnes avec des forts avantages concurrentiels. Donc si ça baisse et si ce n'est pas un changement majeur dans leur paradigme, dans leur fonctionnement de leur business, alors c'est probablement une opportunité. Et je vais commencer par 3 valeurs de catégorie A. Et la première valeur, c'est Nike. Bon, il ne faut pas la présenter, donc c'est un fabricant de textiles pour le sport, bon, assez haut de gamme, donc c'est pas du luxe, mais c'est une entreprise qui a des très très bonnes marges. En tout cas, elle est largement devant les autres marques concurrentes comme Adidas, comme Puma. Vous allez avoir les rentabilités bien plus fortes, ce qui montre que cette entreprise est là du moat. Donc contrairement aux autres entreprises qui font la même chose, elles ne font pas partie de la catégorie A, pourtant Nike elle en fait partie. Et notamment Nike il a également aussi un mois de processus. Donc là je ne veux pas trop rentrer en détail parce qu'il y a certaines entreprises, elles arrivent à se créer des avantages concurrentiels dans la façon comment ils organisent leur business au niveau mondial. Nike pour moi c'est un petit peu, on va dire, peu éthique en termes d'investissement parce que pour moi c'est vraiment un exemple d'un capitalisme sauvage. Il y a eu beaucoup de scandales autour du Nike, mais nous aujourd'hui nous parlons de l'argent. Chacun décide pour soi-même où est-ce qu'il veut ou où est-ce qu'il ne veut pas investir. Pour moi, c'est vraiment pas une entreprise
spécialement éthique. Voilà, maintenant sur votre écran, vous voyez le graphique de l'action Nike. Vous voyez qu'elle s'approche en support autour de 90 $. Je vous préviens tout de suite que je ne cherche pas des supports très précis. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la zone en fait d'un achat potentiel, la zone dans laquelle je vais m'intéresser à cette action. Donc cette zone se trouve entre 85 $ et 90. Vous voyez, c'est déjà relativement large parce que moi, je vais y investir dans le cadre de projet Miner Cash Patrimoine. Je vais évidemment annoncer à mes abonnés. Pour moi, le but, c'est de me positionner à long terme, voire à très long terme sur ces valeurs. Donc du coup, ça ne m'intéresse pas de voir des centimes au support exact qui de toute manière peut être cassé assez facilement. Donc pour moi, la zone 85 $ et 90 $, c'est la zone dans laquelle je vais vraiment m'intéresser à cette action. Et on voit que la dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en septembre dernier, l'action elle a bien reparti à la hausse. Voilà, donc ça c'est ce que concerne le graphique de Nike. Maintenant, vous allez voir les ratios principaux de cette valeur. On voit que Forward PE, je vous ai dit tout à l'heure, comme des repères 25-30 pour les belles valeurs, donc ça c'est le cas, c'est 26 pile poil dedans. Et si nous regardons EV et EBITDA, donc nous arrivons déjà à des chiffres bien plus raisonnables. Donc 25, presque 26 pour les données actuelles et avec les attentes des analystes, nous arrivons à 22. Moi je trouve que les entreprises comme ça, si on arrive à les avoir en dessous de 20, ça commence à être vraiment des opportunités. C'est pour ça que je dis que je n'achète pas encore pour le moment, mais je la surveille dès qu'elle va arriver à 90, voire moins. Dans ce cas-là, le EV et EBITDA va baisser, donc on va certainement passer en dessous de 20 et ça va devenir, selon mes critères, une opportunité. Mais bon, après, il ne faut pas regarder uniquement ces deux ratios-là, parce que sinon, le métier d'un analyste financier serait trop simple. Évidemment, je vais vous donner maintenant avec mon ordinateur, parce que j'ai l'accès au Guru Focus. Déjà, la note de Guru Focus, c'est 99 sur 100. C'est pas rien. Donc franchement, parce que le scoring de Guru Focus, il est assez restrictif. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a de la croissance. Ça, c'est vachement bien. La croissance moyenne de chiffre d'affaires sur 3 ans, c'est de 11,6%. C'est pas trop mal. Et de résultats opérationnels, de fameux EBITDA, de 17,5%. Donc ça, c'est pas mal. Donc les ratios fondamentaux, on vient de les voir. Au niveau de l'endettement, les choses se passent plutôt pas mal, bon, un petit peu beaucoup, 87% par rapport aux fonds propres, mais vous allez voir que toutes les entreprises concurrentes ont à peu près le même niveau d'endettement. La couverture, par contre, de l'endettement par le résultat, c'est 204 fois. 204 fois, les résultats sont supérieurs au paiement des intérêts. Donc franchement, ils n'ont aucun problème de payer le dette. Ils pourraient encore emprunter. Il n'y a aucun problème au niveau de... on va dire au niveau d'endettement. Current ratio également pour tout ce qui concerne l'exercice en cours, donc le cash par rapport aux engagements en court terme, donc ils ont presque 3 fois, 2,7 fois plus de cash que des engagements en court terme. Donc l'entreprise avec un bilan propre, elle est encore légèrement chère malgré la baisse, mais en tout cas, il faut commencer à la regarder. En tout cas, bon, il faut. Vous décidez s'il faut ou pas. Moi, je n'ai pas droit de donner des conseils d'investissement. N'oubliez pas un like, s'il vous plaît, mes amis, surtout si ce format vous plaît. Peut-être on va, grâce à l'indisponibilité de mon bureau, on va découvrir un nouveau format, comme ça, dans le jardin. Je vous montre les images, les screenshots avec des ratios. Peut-être ça va suffire. J'essaie de me rattraper quand même un petit peu par rapport au manque de matériel que je fais face actuellement, pour vous quand même continuer à fournir le contenu correspondant à vos attentes. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien voir les actions concrètes, faire l'analyse, avoir des opportunités. Donc c'est le but de cette vidéo. C'est pour ça que je vous demande un like si ça vous plaît. Voilà. Ensuite, la deuxième action que je voudrais vous présenter, c'est Colgate-Palmolive. On n'en parle pas souvent. Voilà le graphique de cette valeur. Il ne faut pas la présenter quand vous allez brosser les dents. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous vont avoir du Colgate. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas. Donc cette action fait partie de la catégorie A, c'est pas foufou en fait au niveau des ratios, vous allez voir, mais en tout cas c'est une valeur avec un énorme moine. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ils ont réussi que voilà, tout le monde entier utilise les Colgate et leurs produits, il n'y a pas que Colgate, mais il y a toute une palette de produits qui est très très populaire chez Colgate-Palmolive. Donc le graphique il arrive très proche au support de 71, bon encore une fois on va arrondir à 70 $ et à partir de 70 $ on peut commencer à parler d'un achat de point de vue technique. Mais qu'est-ce qu'il
arrivent avec Colgate, pourquoi il est si bon marché. Donc on va commencer à regarder les ratios. Donc on voit encore une fois forward PE ratio de vente 3, donc légèrement en dessous de Nike, donc ça c'est une belle valeur, donc là un bon ratio, il n'y a aucun problème. Par contre au niveau des EV/EBITDA, on voit qu'il est déjà en dessous de 20, donc ça elle est déjà dans la zone où on peut éventuellement considérer l'achat si on suit mes propres critères. Donc EV/EBITDA actuel par rapport aux chiffres qui sont déjà publiés, c'est 19, donc c'est assez intéressant. Et les analystes attendent visiblement l'avenir rose pour Colgate-Palmolive. Ils s'attendent déjà que ce ratio va descendre à 15 avec le cours actuel d'action dans les prochains mois. Voilà, donc là, 15, c'est vraiment intéressant pour une action de la catégorie A. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi elle a baissé? Pourquoi d'un coup, elle est devenue pas chère? Et là, il y a quand même 2-3 soucis qu'il faut absolument que je vous en parle. Donc le premier souci, c'est que la debt to equity, donc c'est le rapport de l'endettement par rapport aux fonds propres, elle est négative. Comment ça peut arriver? Eh bien, parfois, certaines entreprises ont des fonds propres négatifs. N'ayez pas peur, n'arrêtez pas tout de suite la vidéo en disant que Pavel, qu'est-ce qu'il nous présente, n'importe quoi, les entreprises ayant des fonds propres négatifs. Souvent, et même majoritairement, c'est un signe d'une faiblesse extraordinaire d'une entreprise, une société qui peut faire faillite, notamment, je crois, Page Jaune, à un moment donné, qui s'est transformé en saut local plus tard. À un moment donné, il avait des fonds propres négatifs pour des mauvaises raisons. Mais il y a des exceptions, mes amis. Il y a des exceptions et Colgate-Palmolive, ainsi que Philip Morris, ainsi qu'une autre valeur que nous allons voir tout à l'heure avec vous, ce sont des exceptions. Il y a des entreprises qui empruntent parce que tout le monde veut les prêter. Eh bien aussi, là, j'aimerais bien être dans cette situation-là. En fait, vu que tout le monde les prête à un taux très bas, et pendant des longues années, comme vous le savez parfaitement, les taux étaient très très bas, ces entreprises profitaient pour s'endetter et investir. Tout simplement, ils prennent la dette au maximal parce qu'ils sont tellement confiants dans leur business model qu'ils peuvent se permettre de s'endetter autant que leurs fonds propres passent dans le territoire négatif parce qu'ils sont sûrs et certains que leur business model il est tellement fiable dans la durée qu'ils peuvent se le permettre tout simplement. C'est le cas aussi pour Philip Morris. C'est une des entreprises les plus rentables pendant des longues années, surtout à la fin des années 90, début des années 2000, et ses fonds propres les restaient pendant des décennies négatifs. Donc ce n'est pas nécessairement en signe d'une faiblesse. Et comme vous pouvez voir que EV/EBITDA, elle reste très basse et la rentabilité de cette valeur, donc là on va voir le ROIC, elle est à 23 presque. Vous imaginez que la rentabilité de fonds propres, elle est à 23. Donc c'est juste quelque chose de fou, c'est très très rare, c'est presque comme Google et Microsoft. Et donc c'est pour ça que cette entreprise, elle est sur des produits de long terme, tout le temps, cross-génération, achète ça et ça et ça. Ils peuvent se permettre effectivement de gonfler la dette. Je ne dis pas que je partage cette approche. Si j'étais en PDG de Colgate-Palmolive, peut-être j'aurais choisi une autre stratégie, mais il ne faut pas tout de suite fermer les yeux quand vous voyez les fonds propres négatifs. Ça ne va pas nécessairement dire qu'une entreprise va faire faillite demain. Voilà. Je regarde aussi parfois les systèmes de scoring, par exemple Piotrowski que j'ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos, qui regroupe plusieurs ratios pour donner une note unique. Donc là, il note 5 sur 9, donc c'est pas trop mal, donc c'est au milieu, un petit peu plus même dans la haute gamme. Donc cette entreprise, grosso modo, pour moi, elle est bien de point de vue de rentabilité, de point de vue de valorisation. Après, la dette, elle est très importante et les fonds propres négatifs, c'est quand même un frein. Au niveau de croissance, le problème de ces entreprises qui sont bien installées, c'est la croissance, parce qu'évidemment, vendre les dentifrices, c'est très bien. Bon, ils ne vendent pas que des dentifrices, il ne faut pas rigoler, mais c'est surtout qu'ils ne perdent pas de vitesse. En fait, on voit que le chiffre d'affaires, il croît toujours à 5,5. Par contre, les résultats, ils sont en légère baisse, mais dans tous les cas, ça reste très très faible. Donc, en gros, c'est une entreprise extraordinairement stable. Voilà, Colgate-Palmolive, c'était la deuxième société que je voulais vous présenter aujourd'hui, mes amis. Voilà, la troisième société dont le graphique que vous voyez sur votre écran, c'est Match Group, c'est les sites de rencontres. Je me félicite un tout petit peu parce que j'en parle de cette action, je l'ai inclus dans la catégorie A quand elle était à un niveau 130-140. Je disais toujours que mes amis, toutes les entreprises ne peuvent pas être achetées à n'importe quel prix. 130, 140, c'était largement trop cher parce que les ratios, ils étaient extraordinairement chers. Je disais, mes amis, que la vraie valeur de Match Group, c'était dans les 40-30 $. On a touché ce niveau
pile poil, on est arrivé à 32, c'était le plus bas. À partir de 32, on est parti à la hausse et maintenant la hausse elle est bien établie. On a peut-être il fallait clairement acheter à 32. Moi je l'ai pas fait, j'ai raté. Je sais que chez certaines personnes qui sont abonnées à ma chaîne Telegram, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que j'ai également une chaîne Telegram. Ah non, je n'ai pas oublié, je vous ai dit. Bon, je vous répète, voilà. Je vous répète qu'il y a une chaîne Telegram, n'oubliez pas à me rejoindre pour avoir toutes les infos en premier. Donc du coup, certains me parlaient que Match Group, voilà, ça arrivait, Pavel, à tes niveaux, que tu en avais parlé il y a 2 ans encore. Donc là, est-ce qu'il faut l'acheter ? Donc là, je pense que, du coup, je vous dis qu'il fallait acheter à 32, oui, donc c'est très difficile comme l'analyse, effectivement. Donc, mais est-ce qu'il faut acheter à 44 ? Franchement, je pense qu'avec 44, on n'est pas encore très cher. On va voir tout de suite les ratios. Donc ça, c'est le deuxième screenshot que je vais vous présenter. Voilà, Guru Focus donne une note 76 sur 100, donc c'est beaucoup moins que Nike, mais ça reste quand même assez élevé. Donc Forward PE, donc vous voyez sur votre écran qu'il est à 21, donc là on descend encore un petit peu, donc ça devient pas cher. La première fois qu'on a évoqué cette valeur dans mes vidéos, dans la catégorie A, elle était à 40-50, un peu comme Nvidia aujourd'hui. Donc vous voyez ce qui se passe avec des valeurs qui sont survalorisées. Donc je compare pas évidemment Nvidia et Match parce que Nvidia quand même est positionné sur pas mal de hype. Avant, c'était les cryptos, et c'était aussi le metaverse, c'était aussi l'intelligence artificielle maintenant. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'ils sont toujours ils sont bons à être premiers sur les hypes. Et donc, cette valeur, du coup, aujourd'hui, je trouve qu'elle n'est pas très chère. Donc, si on regarde mon cher EV/EBITDA, on est à 19 par rapport aux données actuelles, et les données forward non seulement à 14. Donc c'est déjà une valeur qui est prête à acheter de point de vue valorisation. Maintenant on va regarder la croissance parce que c'est une valeur qui existe depuis longtemps. La croissance est faible, molle, même nulle presque. Donc sur 3 ans en moyenne, le chiffre d'affaires 2% de croissance, c'est rien du tout. Il y a une décroissance de EBITDA de 17%, earning per share ceci de 14%. Donc cette valeur elle a traversé une certaine période. Après il y a eu une grosse montée pendant le Covid. Après, ça a eu une stagnation, donc il faut quand même aussi tenir compte de momentum pour cette valeur. Et debt to equity, mes amis, encore une fois négatif. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas nécessairement un signe d'une mauvaise qualité de la valeur. On voit la dette moins importante que pour Colgate par Palmolive. Bon, évidemment, c'est un site web, c'est normal. Et pourtant, elle reste négative. Donc, c'est une entreprise qui a beaucoup de visibilité. Effectivement, les sites de rencontre, c'est numéro 1 incontestable. Sites de rencontre possèdent un avantage concurrentiel de réseau. C'est un de mes préférés. C'est comme Facebook, par exemple. Donc, parce qu'en fait, vous allez, par exemple, si vous voulez rencontrer une âme sœur ou je sais pas, quelqu'un, vous n'allez pas aller sur un site où il y a 2 personnes connectées. Donc, vous allez sur un site où tout le monde va parce que vous allez avoir plus de chances de retrouver des personnes que vous cherchez. Donc ça s'appelle le moite de réseau, donc l'avantage concurrentiel du réseau parce que tout le monde va où il y a le plus de monde, quoi. Voilà. C'est un des avantages concurrentiels les plus puissants qui existent. Voilà, donc là, j'ai pas grand-chose à rajouter. Piotrowski, 6 sur 9, tout comme pour Colgate-Palmolive. ROIC, la rentabilité 25%, donc c'est extraordinaire, encore mieux. Vous voyez, c'est pour ça la catégorie A, dès qu'on voit les moites, on voit les rentabilités ROIC qui tient compte de la dette à 20% et plus. Donc là, c'est vraiment, déjà en regardant ce ratio, on peut déjà avoir une idée si la valeur est là des avantages concurrentiels ou pas. Voilà, ça c'était Match Group. Maintenant, la quatrième valeur que je voulais présenter aujourd'hui, et là, nous quittons la catégorie A. Nous rentrons dans la catégorie B, dans les belles valeurs des excellents business de la catégorie B. Et la valeur que je vous présente aujourd'hui, c'est Mercedes-Benz Group, anciennement Daimler. Il ne faut pas la présenter non plus. Certains parmi vous sont probablement clients. Et donc, cette valeur s'est corrigée. Cette valeur m'intéresse énormément parce que c'est des voitures premium. C'est pas du luxe, mais c'est des voitures premium. Donc, il y a un gros pricing power. Par contre, tout le secteur automobile, pour moi, il y a un énorme risque. C'est les voitures chinoises. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une interview avec Carlos Tavares, je crois. Il disait que les fabricants des voitures chinois, ils peuvent passer les comptes de Stellantis, de Renault, de tous les fabricants français dans le rouge. Tout simplement parce que s'il arrive sur le marché européen, s'il n'y a pas de barrière, on va dire politique sur ces marchés-là, ils vont venir avec des coûts de production tellement faibles par rapport à nous que nous ne serons pas compétitifs. Et ça, c'est un gros risque pour tout le secteur automobile. Évidemment, le secteur automobile comme Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, toutes ces voitures de haut de gamme,
ils sont moins concernés que Stellantis et Renault et les autres valeurs comme Fiat, comme bon, vous voyez les valeurs de moyenne gamme. Et donc c'est quand même difficile à voir que le chute de chiffre d'affaires suite à l'arrivée des Chinois, mais quand même, il y a ce risque. Il y a ce risque sur l'ensemble du secteur. Et si ça arrive encore, je ne suis pas certain du tout, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train d'abandonner un petit peu tous les principes de mondialisation. Je pense que si les voitures chinoises vont arriver massivement sur le marché européen, il n'y aura pas forcément de barrières politiques, mais il y aura au moins les barrières fiscaux, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça on sait bien faire. Voilà, ça c'est le graphique de Mercedes-Benz. Pourquoi elle m'intéresse tellement? Vous allez voir. Voilà les ratios. Et là, on passe complètement dans une autre catégorie. On passe dans la catégorie ce qu'on appelle value. PE ratio actuel à 6 seulement. Vous imaginez que la valorisation de l'entreprise, c'est seulement 6 ans de leur bénéfice aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Forward à 5, encore moins. Donc les analystes en plus sont positifs. Et si je regarde EV/EBITDA, on est largement en dessous de 20. On est à 8 pour actuel. Non, pardon. On est à même pas 7 pour actuel. Et les forward, on n'est même pas à 5. Donc ça, c'est une valeur, selon les multiples, les cotés à la casse. Donc je ne sais pas quel risque le marché price, mais en tout cas, selon leur excellence, performance opérationnelle, cette valeur devrait coûter beaucoup plus cher. Voilà, je vais donner quelques commentaires par rapport au Gros Focus. Donc, Gros Focus score 70 sur 100, bon, c'est pas trop mal. Pas non plus extraordinaire. Donc le chiffre d'affaires moyen sur 3 ans, moins 5%, mais c'est presque flat, on va dire, c'est pas beaucoup. En revanche, le EBITDA, les résultats, et le earning per share, c'est en forte hausse. Le EBITDA, il est à 30% en moyenne de hausse sur 3 dernières années, et earning per share à 83%. 83% earning per share en moyenne. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Pourquoi? Tout simplement parce que les prix montent. En fait, les prix montent sur les voitures. J'imagine que je pense que leur grosse margin, ce qu'on appelle la marge brute, devrait monter aussi. Donc, la marge brute, elle est actuellement à 22,7%. C'est vraiment pas mal du tout. Je crois que la dernière fois quand je regardais, c'était bien moins. ROIC, la rentabilité, évidemment, on n'aura pas droit à la rentabilité comme on a vu tout à l'heure pour Match. Elle est à 4,3, c'est pas fou. Pas fou du tout, mais en tout cas, voilà, ça reste comme ça. L'endettement s'élève à 96% des fonds propres, donc c'est un endettement normal pour ce secteur. Vous savez toujours, l'endettement, il faut le regarder dans le cadre d'un secteur, et 45 fois les résultats sont supérieurs au paiement des intérêts, donc il n'y a aucun problème pour payer leur dette. Voilà, ce que concerne Mercedes-Benz, c'est vraiment pas très cher. Et ensuite, la dernière valeur que je vais passer vite fait, j'en ai parlé beaucoup dans mon club patrimoine. D'ailleurs, pour ceux qui font partie de club, il y aura une deuxième vidéo qui vous attend tout à l'heure. Je publie 2 vidéos pour le dimanche. Et c'est la valeur qui s'appelle Solar Edge. J'ai déjà commencé à prendre mes positions sur cette valeur dans le cadre justement de portefeuille patrimonial. Et j'avais comme but de la renforcer si ça arrive à 145 $. Donc c'est une valeur qui est très belle, vraiment au niveau des ratios, c'est une valeur de croissance. Il n'y a pas qu'une seule. Pour mes abonnés premium qui ont l'accès au screener, j'ai un screener des entreprises dans les énergies renouvelables. Je les ai mises à jour récemment. Ce screener, il montre vraiment des valeurs que moi je trouve assez intéressantes à considérer. Bon, pas toutes, mais je donne mon avis par rapport à chacune de ces valeurs. Et donc il y en a encore une deuxième dont on va discuter tout à l'heure dans ma vidéo avec mes abonnés. Et c'est celle dans laquelle je commençais déjà à investir. Donc là, nous arrivons à des supports béton. On a cassé effectivement la tendance de long terme, mais n'oubliez pas que c'est un secteur d'avenir. C'est pour ça que ça attire toujours mon attention, que les secteurs d'avenir, je privilégie toujours, parce que si on reste patient, on a toutes les chances de gagner avec ces valeurs. Si elle continue à baisser, il va se faire racheter par Total Energy, par quelqu'un ou Chevron, quelqu'un qui va être intéressé par ce type de business. Voilà, maintenant, je vais vous montrer également les ratios de cette valeur pour prouver que effectivement, c'est pas juste du pipeau. Donc, c'est une valeur de la catégorie C, donc c'est une forte croissance. Donc, on voit qu'il y a déjà forward PE à 18, donc c'est pas cher du tout pour la valeur de croissance.
EV/EBITDA, elle est à 20, c'est normal, et forward, elle est seulement à 13,5. Vous voyez que les analystes anticipent beaucoup des grosses hausses des profits, donc cela veut dire qu'ils anticipent que dans le futur, les profits vont monter, et que si on garde le même cours actuel, si vous achetez aujourd'hui, vous pouvez fixer le EV/EBITDA à 13,5, ce qui est vraiment bon marché pour une valeur de croissance. Je vais également vous donner quelques commentaires à partir de Guru Focus, donc ticker c'est SE. Voilà, Guru Focus donne 89 sur 100, donc c'est vraiment très bon. Ensuite, la croissance, elle est là, 23% et demi de chiffre d'affaires en moyenne sur 3 ans. PE ratio, on a déjà tout vu. Donc, dette seulement 30%. Pour une entreprise dans le secteur de l'énergie, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Et interest coverage, 11 fois, les bénéfices couvrent les paiements des intérêts. Mais c'est une entreprise qui investit évidemment beaucoup, donc forcément, leurs bénéfices sont impactés par la recherche-développement pour la mise en place des nouveaux solaires, etc. Voilà, donc c'est ce qui concerne les marges. Les marges 30%, ça c'est très bon. Et le ROIC, donc la rentabilité, elle s'approche à 10%. C'est vraiment une entreprise rentable et l'entreprise de croissance. Voilà mes amis, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre en like si ce format vous plaît. Donc je fais le maximum le temps que je n'ai pas encore mon bureau. Donc j'espère que ça vous a donné des idées pour investir en bourse. Je vous rappelle encore une fois que je n'ai pas le droit de donner des conseils. Ce ne sont pas des conseils, c'est uniquement les valeurs que moi je trouvais extrêmement intéressantes pour présenter à vous ce dimanche. N'oubliez pas encore en like, partagez cette vidéo à vos amis, inscrivez-vous à la chaîne Miner Cash, je vous attends sur Telegram pour le reste. Et pour ceux qui sont abonnés Miner Cash Premium, la deuxième vidéo arrive dans quelques heures. À très bientôt et bon dimanche. Bye bye.